Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler YouTube et pour parler travail. Là, il y a deux possibilités. Soit vous pensez, mais Gamze, les mots YouTube et travail peuvent pas se trouver dans la même phrase, c'est un hobby YouTube. Soit vous pensez, ouais Gamze, t'es mignonne hein, mais tu vas rien nous apprendre. On sait déjà que les YouTubeurs ils s'en mettent plein les poches et qu'ils payent leur loyer avec la YouTube Money. Dans les deux cas, ma réponse est la même. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On sait jamais, vous apprendrez peut-être une chose ou deux, ou plus, qui sait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, recontextualisons. Et oui, le YouTube qu'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours été comme ça. YouTube a été lancé en février 2005 et la première vidéo à avoir été postée sur la plateforme est celle d'un des cofondateurs, Jawad Karim, en avril de la même année. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous mets le lien en description. C'est une courte vidéo de 18 secondes dans laquelle Jawad commande sa visite aux zoos de San Diego. Rien à voir avec le contenu travaillé que l'on connaît aujourd'hui sur YouTube. Au départ, YouTube est un hébergeur de vidéos en ligne qui permet à ses utilisateurs de stocker des vidéos. En 2006, Google rachète la plateforme et en 2007, YouTube lance son programme partenaire. C'est là qu'intervient l'enjeu de la monétisation. Les utilisateurs peuvent, s'ils le souhaitent, monétiser leurs vidéos et donc gagner de l'argent grâce au contenu qu'ils proposent. Tout ça grâce à AdSense, la régie publicitaire de Google. C'est le début de la professionnalisation des youtubeurs. Je sais ce que vous êtes en train de penser. Ok Gamze, merci, mais si c'est pour nous raconter l'histoire de YouTube, c'est pas la peine. Et vous avez raison. Je m'arrête là pour l'histoire. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. C'est une bonne situation, ça. YouTubeur. Comme je le disais il y a quelques instants, la monétisation a pour but de valoriser le travail et la créativité des utilisateurs de la plateforme. C'est écrit sur la page AdSense de Google. Créer du contenu prend du temps, mais vous pouvez le monétiser très facilement. Le but de YouTube était donc de rendre simple la monétisation pour ses utilisateurs. L'exploitation commerciale des youtubeurs dépend avant tout du nombre de vues. Que ce soit au niveau de la monétisation, le fameux 1$ pour 1000 vues, ou au niveau des collaborations avec les marques, le maître mot, c'est l'audience. Pour plaire aux visionneurs, le youtubeur doit donc se soumettre à un certain nombre de contraintes et plusieurs normes s'imposent à lui. Que ce soit des normes esthétiques, le format ou encore le ton employé, des normes sociales, la façon dont il s'adresse à ceux qui le regardent, ou encore des normes communicationnelles, les interactions qu'il a avec ses visionneurs, abonnements, partages, commentaires et tout ce qui va avec. Dans un sens, on peut dire que ce sont les publics qui ont conventionné les nouvelles formes d'écriture des youtubeurs. Mais les contenus amateurs ne sont pas assez rémunérateurs. Et oui, depuis 2017, l'entrée dans le programme de monétisation est réservée aux chaînes ayant atteint le palier des 10 000 vues cumulées. Seulement, les chaînes ayant atteint ce palier des 10 000 vues représentent moins de 5% du total des vues de la plateforme. Autant vous dire que ça en fait pas beaucoup des youtubeurs qui gagnent leur vie grâce à leur passion. Et là, vous pensez sûrement... J'ai adoré ce rouge à lèvres de chez Sephora que je porte actuellement sur les lèvres. Attendez, mais Gamze, ce que t'es en train de nous dire, c'est que être youtubeur, c'est pas donné à tout le monde? Bah en gros, c'est un peu ça. Pour réaliser cette vidéo, je me suis principalement appuyée sur les travaux de Vincent Boulich, maître de conférence en sciences de l'infocom, de Divina Frogmice, professeur en sciences de l'infocom à l'Université Paris 3, et également sur le colloque youtubeurs-youtubeuses organisé par l'équipe Prime de l'Université Tours en novembre 2017, et principalement sur la session « Les youtubeurs, rouage d'un système ». De toute façon, si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je vous mets toutes les références en barre d'infos et je mets même la vidéo du colloque dans le petit i. En fait, là on va se questionner sur la façon dont YouTube est passé en 10 ans de la mise à disposition de contenu à l'éditorialisation de ses contenus. En gros, comment YouTube a fait en sorte que les utilisateurs créent du contenu exprès pour sa plateforme. Déjà, pour accompagner au mieux les créateurs de contenu, YouTube a mis en place différents outils, principalement techniques, pour aider les utilisateurs dans la création de leurs vidéos. Tout ça dans une démarche de professionnalisation croissante. On peut prendre l'exemple du guide du créateur, qui permet aux utilisateurs de mieux comprendre la plateforme, ou encore le Club Créa, qui donne notamment accès à des ateliers et des cours en ligne pour les utilisateurs qui aimeraient se professionnaliser, mais aussi l'accès au YouTube Space, qui sont des lieux accessibles à certains utilisateurs sélectionnés par YouTube, où on peut se former pour améliorer les performances de sa chaîne, mais où il est également possible de créer du contenu grâce aux décors et équipements mis à disposition. Du coup, on se rend compte qu'il y a 3 étapes majeures qui interviennent dans la professionnalisation des youtubeurs. La première, c'est donc l'accès au YouTube Space, comme je l'expliquais juste avant. Là, on est encore dans une démarche de création amatrice, mais on sent l'envie de se professionnaliser. La deuxième, c'est la mobilisation d'intervenants, que ce soit des amis ou des personnes de l'entourage professionnel des youtubeurs. Là, c'est le premier pas vers la professionnalisation. Et enfin, la troisième, c'est l'appel à un réseau multi-chaîne, autrement appelé MCN, Multi-Channel Network. Et là, vous vous demandez certainement, Mais Gamze,
ça sert à quoi de faire appel à un MCN? En 2016, Christophe Cluzel, l'ancien responsable du MCN de France Télévisions, disait que ce qui justifie le passage d'une autonomie à l'association avec un MCN, c'est à la fois de pouvoir gérer autant le côté juridique que le côté promotion pour conquérir des abonnés et le côté monétisation pour amasser de l'argent et aider à la création. Bah oui, c'est logique. Plus on a d'argent, plus la réalisation du projet peut être belle. C'est comme ça qu'on est passé des vidéos simples de Cyprien dans sa chambre en 2009 à des vidéos bien plus travaillées dans lesquelles il collabore avec des grosses marques quelques années plus tard. En gros, les MCN aident les créateurs de contenu à développer leur stratégie créative en les aidant à développer leurs audiences. Ils peuvent également gérer la partie juridique et tout ce qui concerne les droits d'auteur et les droits d'image. Mais surtout, ils mettent en relation les youtubeurs avec des annonceurs ou des agences de publicité parce que la rémunération via AdSense ne représente qu'un très faible pourcentage des revenus des youtubeurs. Aujourd'hui, ça semble un peu compliqué d'entrer sur YouTube comme c'était possible il y a 10 ans. Bah ouais, il y a plein de sociétés de production qui sont arrivées sur la plateforme, du coup ça a poussé les créateurs de contenu déjà présents à se professionnaliser et il y a une sorte de mise à niveau. Donc en fait, en tant qu'amateur, aujourd'hui c'est plus compliqué qu'à l'époque. Je dis pas que c'est impossible, juste que c'est plus compliqué. En fait, pour être tout à fait honnête, il n'y a qu'une poignée de youtubeurs qui sont devenus de vrais professionnels de l'audiovisuel. Il y en a même certains qui ont réussi à sortir du cadre de YouTube et à participer à des plus grosses productions, comme des productions cinématographiques. Je pense notamment à Enjoy Phoenix, qui a doublé un personnage du monde de Dory. Mais pourquoi est-ce qu'on fait appel à Enjoy Phoenix pour doubler un personnage d'un film d'animation? Pas tout simplement parce que sa communauté, elle pouvait ramener un public plus grand au cinéma. Mais bon, ça, c'est un sujet pour une autre fois. Pour répondre à la question de départ, C'est une bonne situation, ça. youtubeur, je vous répondrais Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. non, en vrai, sans blaguer. Maintenant, je pense que vous avez les clés pour percer sur YouTube. Et puis, je pense pas qu'Otis ait tort. Parce que les rencontres, quand on commence sur YouTube, ça aide plutôt pas mal. Mais bon, ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et à activer la cloche, et puis à mettre un commentaire aussi parce que ça fait toujours plaisir, et puis pourquoi pas. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et jusque là, prenez soin de vous. Bye bye!